étrangers. Ah, The Good Post 30 est arrivé. Bonjour chers amis, c'est un vrai plaisir de vous retrouver comme chaque semaine. Et The Good Post 30 a décidé de vous offrir The Wailing, j'ai bien nommé The Strangers en France, je ne sais pas pourquoi, mais dans la version originale, le titre c'est The Wailing, ce qui veut dire les pleurs, et le titre français c'est The Strangers, donc les étrangers. On reviendra là-dessus parce que, même si je peux comprendre le titre, on reviendra là-dessus, parce que c'est un sujet en soi là déjà. Oui, je sais, on commence à peine et ça commence déjà à faire des circonvolutions, juste avec le titre. C'est pour ça que vous aimez The Good Post. No, God! No, God, please, no! 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 The Strangers, The Wailing, donc, est sorti le 18 mai 2016 au Festival de Cannes en France, mais au niveau national, il est sorti le 6 juillet 2016. Je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu à la télévision, en version originale, sous-titrée. C'est donc un film coréen de Na Hong-jin. Alors, Na Hong-jin, c'est qui ? C'est ça la vraie question. Mais avant de vous présenter Na Hong-jin, on va faire un petit tour d'abord du planning des réjouissances tout de même, pour savoir un petit peu ce que vous allez manger aujourd'hui comme repas enfin le plat de résistance, l'entrée, le dessert, enfin la totale, la qualité restaurant, comment dire, Robuchon, Bocuse, Bernard Loiseau. Au menu de ce Good Post 30, nous aurons donc une présentation légère qui va arriver tout de suite de Na Hong-jin, l'auteur, très intéressant auteur de The Strangers. Nous aurons ensuite, dans la news, un petit tour autour de la série WandaVision, mais on va pas vraiment parler de WandaVision parce que beaucoup des qualités qu'on est en train de donner à cette série me semblent avoir appartenu à une autre série, Suspense, dont je vais vous parler tout de suite dans les news, et dans la question vite répondue, on reviendra, après avoir bien sûr analysé en long, en large et en travers The Strangers, on reviendra dans la question vite répondue sur le programme qui a un petit peu changé en ce début d'année. J'ai dû revoir un petit peu mes ambitions différemment, je vais vous en parler, et bien sûr on conclura magnifiquement, poétiquement, et bien sûr avec un grand humour et une grande autocritique sur The Strangers. Ben voilà, bon appétit. Et toi tu donnes ça à bouffer à des clients ? Et tu me donnes ça à bouffer ? Putain! Na Hong-jin est un réalisateur coréen qui s'est fait connaître en Europe avec notamment The Chaser, qui était son premier long métrage, si je ne dis pas de bêtises. Il avait fait essentiellement des courts métrages avant. The Chaser, qui est un excellent thriller, un des meilleurs thrillers, je pense, des années 2010. Excellent film de poursuite, où le pitch est assez simple. Je ferai probablement un podcast dessus, mais juste pour vous donner envie de le voir, c'est l'histoire d'un ancien flic qui est devenu Mac, qui a donc un cheptel de prostituées, et l'une d'entre elles est un peu malade, ne veut pas bosser, et il lui force un peu la main, il la force à aller bosser, parce que c'est une ordure, tout simplement, et elle se retrouve prise au piège d'un assassin qui massacre des jeunes femmes, et donc ce Mac se rend compte que voilà, il va devoir remonter la piste du tueur, parce qu'il veut la sauver, et que c'était un ancien flic, il a perdu ses idéaux pour différentes raisons, il est devenu une ordure, mais malgré tout, il veut absolument la retrouver. Évidemment, une course contre la montre commence entre le tueur et lui. Je vous conseille de voir ce film, c'est un excellent thriller noir d'une très 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 grande qualité, et si vous avez envie de flipper des rues coréennes, et ben vous regardez The Chaser, c'est très très bon. Il est revenu 2 ans plus tard, auréolé du succès international de The Chaser, avec The Murderer, qui suivait, alors là je me souviens moins bien du pitch, le film est bon aussi, graphiquement, enfin très graphique encore une fois, avec une très grande violence. Je ne l'ai pas dit forcément dans The Chaser, mais voilà, attachez vos ceintures, c'est du polar coréen. Je crois que j'ai tout dit, du polar coréen des années 2000, donc ça envoie de tous les côtés, hein. Préparez-vous aux bassines de sang, gore, violence psychologique au top. Voilà, ça c'est le cinéma coréen qui nous en met plein les dents depuis maintenant quasiment 20 ans et qui n'a pas décidé de se calmer, je vous rassure tout de suite, avec la critique du film d'aujourd'hui. Mais tout ça pour dire, le pitch de The Murderer, c'était donc, si je me souviens un petit peu, l'histoire d'un gars qui veut, grosso modo, c'est l'histoire d'immigrés qui veulent passer, je pense, de Corée en Chine, si je dis pas de bêtises. Du coup, non, voilà, c'est ça. Sa femme est partie chercher du travail en Corée du Sud parce que voilà, ils sont endettés. Et en fait, il est obligé d'accepter un job hyper dangereux à Séoul pour, grosso modo, assassiner un gars. Et vous avez compris l'idée, ça va complètement déraper, partir en vrille de tous les côtés. C'était moins brillant que The Chaser, mais ça reste aussi un excellent thriller, très 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 violent. Et donc, il aura fallu donc attendre visiblement 10 ans pour que Na Hong-jin revienne avec son nouveau film The Strangers, film donc plutôt qualifié
d'horrorifique. Je vous ai parlé un petit peu de la filmographie de Na Hong-jin, je vous conseille de voir ces 3 films, c'est très très bon. Et je vous conseille aussi de voir le cinéma coréen de toute façon depuis le début des années 2000. J'ai certainement déjà parlé de ça dans ma critique de Mademoiselle de Park Chan-wook, ou encore du Dernier Train pour Busan, critique à laquelle je vous renvoie, où je parle beaucoup plus du cinéma coréen. Je pense que j'en fais, je donne beaucoup plus de détails. Mais Na Hong-jin fait partie de cette équipe d'excellents réalisateurs qui ont littéralement donné un coup de boost au cinéma coréen et qui ont éclaboussé le monde entier, avec évidemment Park Chan-wook, mais pas seulement. Nous avons aussi The Parasite de... je me souviens plus de son nom. Le réalisateur de Parasite, mais aussi Kim Ji-woon, le réalisateur de Deux Sœurs par exemple, excellent réalisateur, sur lequel je reviendrai bientôt pour faire une double critique sur Jinro, la Brigade des Loups. Et oui, j'avais dit que je ferais de l'animation bientôt, et ben nous y voilà, et pas seulement de l'animation américaine, de la bonne animation japonaise d'antan, puisque Jinro date de 98, si je ne dis pas de bêtises, Jinro de Hiroyuki Okura, et on le croisera avec Ilang Panzer Corps, le remake, réécriture coréen de Kim Ji-woon. Kim Ji-woon, très très bon réalisateur aussi, très éclectique, qui fait des choses très 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 différentes. Si vous voulez avoir une idée un petit peu de ce que fait Kim Ji-woon, vous matez d'abord Deux Sœurs, excellent film d'horreur, d'ambiance extrêmement réussi, film de fantôme plutôt qu'un film d'horreur, mais très très réussi. Et en parallèle, vous matez The Good, The Bad and The Insane, Le Bon, la Brute et le Cinglé, qui est une sorte de western chinois assez dingue et vraiment franchement drôle par moment. Voilà, vous aurez une idée un petit peu de tout ce qu'il est capable de faire. Il a aussi fait un film avec Schwarzenegger qui s'appelle Dernier Rempart. Bref, Kim Ji-woon, réalisateur éclectique au possible et qui a donc adapté Jinro. Et oui, et pour votre plus grand plaisir, bientôt vous aurez une belle grosse critique bien fat de cette double lecture de cet univers. Et croyez bien que comme je suis un immense fan de Jinro, le film d'animation, ça va être vénère. Ouais. Je veux pas spoiler, mais ça va... Un tanti... Voilà, je suis un petit peu énervé, faut que je la mette. Toi, tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule. Juste pour finir sur Na Hong-jin, il fait vraiment partie de la vague du cinéma coréen du début des années 2000, qui nous a donc mis des claques, Park Chan-wook en tête. Mais c'est aussi une équipe de réalisateurs qui ont un style que je vais qualifier de baroque, c'est-à-dire toujours avec des intrigues de cinéma de genre très 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 prononcées. C'est vraiment rare d'avoir des films coréens populaires ou qui arrivent sous nos contrées ces derniers temps, qui ont un pitch, on va dire, modéré, ou on va dire tout simplement plus subtil dans le sens... voilà, c'est pas une histoire du genre Kim Woo-jin va retrouver sa grand-mère et il se pose la question de savoir s'il a eu un bon rapport avec sa grand-mère. Vous voyez, ce qui peut donner un film magnifique, c'est pas la question. C'est pas un jugement de valeur que je fais là. C'est plus... Ça, c'est une intrigue, on va dire, plus subtile, plus simple, plus directe. Là où les intrigues, clairement, de la nouvelle vague coréenne sont souvent des intrigues de genre. C'est... il a été enfermé 15 ans... sans savoir pourquoi, et quand il sort et pendant qu'il était enfermé, on a tué sa femme, voilà, et son enfant, et là maintenant il a décidé de sortir de prison et de se venger. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même autre chose en termes de pitch, c'est tout de suite un pitch de cinéma de genre, un pitch beaucoup plus fictionnel, un pitch beaucoup plus fantaisiste, mais ça donne lieu du coup à des films qui ont tout de suite une tension très forte. Dans Deux Sœurs, voilà, c'est un mari qui rentre chez lui avec ses 2 filles, alors que leur mère est décédée il y a peu de temps, et quand ils arrivent à la maison, et il est installé avec une marâtre qui est juste impossible, qui a une attitude pas possible et qui rend la vie pourrie à ces 2 gamins, et à ces 2 sœurs, et au même moment, il y a des phénomènes étranges dans la maison. Bref, vous comprenez le truc. C'est à chaque fois des pitchs assez forts qui mettent toujours une dose de surnaturel, de thriller, de violence, de gore, pour complètement vous dépasser. C'est aussi l'excellent The Host, que j'aime vraiment beaucoup, du réalisateur dont j'arrive plus à me... Snowpiercer. Oh, mais il n'y a rien à faire, le nom me revient pas là, il me sort complètement de la tête. Le réalisateur de Parasite, bon, vous le savez tous, c'est probablement le plus connu grâce à la Palme d'Or maintenant. Donc lui, The Host, que j'aime énormément, l'histoire d'une famille pauvre coréenne qui vit au bord d'un fleuve, et un jour, il y a une sorte de monstre, d'énormes poissons. Un gros poisson avec des pattes de poulet, je caricature, parce que c'est quasiment ça, avec une queue de scorpion. Je caricature à peine, faut bien me comprendre, je caricature à peine, qui enlève la petite sœur et qui part avec, et le frère, la sœur et le papa décident de sauver leur fille, alors que l'apparition de ce monstre a créé un véritable effet de panique, un effet
comment dire, de crise pandémique dans toute la ville de Séoul. Je pense que ça se passe à Séoul. Et donc les autorités évidemment s'opposent à la volonté du père, de la fille et du frère de retrouver leur petite sœur. Voilà, on est vraiment dans du cinéma de genre, panique, monstre et ainsi de suite. J'ai fait exprès d'en faire une description un peu ridicule, parce que ça va un peu correspondre à ce qu'au style du film d'aujourd'hui. Je vais faire un léger parallèle après, mais c'est The Host, matez-le, c'est excellent. Je sais que ça peut paraître burlesque comme ça, mais sous couvert d'être un peu burlesque, il y a des sujets très forts qui sont abordés. En fait, grosso modo, tous ces cinéastes-là sont des cinéastes du baroque, c'est-à-dire qu'ils vont souvent se confronter des éléments très antagonistes, aussi bien en termes de forme visuelle, ils n'hésitent pas à avoir des grands vides et des grands pleins dans les images, ils n'hésitent pas à avoir des grands silences qui vont se contraster avec d'énormes bruits, ils vont pas hésiter non plus du coup à contraster des genres qui n'ont rien à voir, le cinéma burlesque et l'horreur dramatique. Justement, pour confronter des pôles très opposés. Alors, je ne vais pas faire d'analyse politique à deux balles en disant que voilà, le contexte Corée du Nord, Corée du Sud est clairement au cœur de leur tension, mais c'est présent, tout simplement. Et ils ont ce talent-là, depuis de toute cette école-là, de croiser à chaque fois des extrêmes et d'en sortir des films, du coup, non seulement très exigeants artistiquement parlant, donc la critique ne peut que apprécier, mais en plus qui ont des enjeux et des thèmes tellement lisibles, mais en même temps forts et surtout contrastés, que le grand public adhère aussi. Bref, si vous avez l'occasion de voir les films de Namjoon, allez-y, et tout ce cinéma coréen, évidemment, est absolument à voir si on aime le cinéma, ou qu'on aime simplement se provoquer des émotions fortes. Faut appeler un chat un chat. La news d'aujourd'hui, vous n'avez certainement pas raté la nouvelle série WandaVision que Disney Plus diffuse au compte-gouttes, un épisode par semaine de 30 minutes, autant dire que c'est pas beaucoup, mais ils ont très bien travaillé leur effet de com, et du coup, on a le droit à une excellente réussite. La série est en train de cartonner de tous les côtés, et donc cette série a proposé dans son style, je ne veux vraiment pas déflorer trop. Au départ, le premier épisode se passe comme un épisode de l'ancienne série, de la vieille série américaine, Ma sorcière bien-aimée. Je vous laisse aller découvrir sur YouTube ce que c'est. C'était grosso modo une sorte de sitcom, si je dis pas de bêtises, c'était des sitcoms. Oui, c'était une sorte de sitcom. Non, c'était carrément une sitcom, l'ancêtre du sitcom, où les personnages sont souvent dans des décors qui font vraiment café-théâtre. Et l'intrigue principale, c'était un monsieur qui s'appelait Pierre, je crois dans la version française, ou Georges, je sais plus, qui vit avec une jeune femme dont il est amoureux, mais voilà, il se trouve que c'est une sorcière, donc elle comprend pas toujours les us et les coutumes de la société américaine, elle s'y applique, et puis en parallèle de ça, ses pouvoirs parfois déraillent, parfois elle les utilise pour de mauvaises raisons, et souvent Jean-Pierre, je crois qu'il s'appelait souvent son mari, Jean-Pierre, il est obligé de... entre Georges et Pierre et Jean-Pierre, il y a un autre monde, mais bon, je crois que c'était Jean-Pierre. Jean-Pierre est obligé à chaque fois de, grosso modo, lui dire « Ouais, c'est pas bien ce que t'as fait, machin truc ». C'est une série qui est assez terrible à voir maintenant, parce qu'elle est hyper patriarcale, elle infantilise l'enfant, et le seul rêve de la sorcière bien-aimée, c'est d'être, grosso modo, la bobonne de Jean-Pierre, et qu'il soit que lui content. Ses désirs à elle étant souvent complètement caricaturaux et enfantins. Bref, donc on est vraiment dans une vision hyper sexiste de la femme, donc autant vous dire que si ça vous titille ce genre de sujet, c'est la série qui va vous rendre dingue, vous allez vous arracher les cheveux en deux, ça je comprendrai tout à fait, parce que c'est assez insupportable sur le fond. Mais bon, voilà, ça a marqué l'histoire de la télévision, c'était très populaire en France aussi dans les années 70-80. Et donc ils ont choisi dans WandaVision de faire une adaptation de ça en partant du principe que Wanda, personnage de Scarlet Witch dans les Avengers, a donc des pouvoirs comme ça assez magiques, qui vont un peu dans tous les sens, elle est capable de faire énormément de choses. Et donc Vision, qui était le personnage synthétique de l'équipe d'Avengers, et sans spoiler, les deux personnages... Vision mourait dans les dernières aventures des Avengers, et je veux vraiment pas trop spoiler, j'ai fait des critiques de tous ces films-là, donc je vous renvoie au podcast si vous voulez avoir plus de détails et du spoil de tous les côtés. Et grosso modo, on comprenait que le personnage de Scarlet Witch le vivait très très mal puisqu'ils étaient amoureux, machin, blablabla. Et donc on les retrouve dans ce contexte-là, on est un peu parachuté, la série joue complètement la parodie, mais avec vraiment beaucoup de qualité, on reconnaît vraiment le style de Ma sorcière bien-aimée, aussi bien dans le cadre d'image que dans le rythme, les dialogues, la manière dont les personnages se déplacent. On a vraiment une attention à faire un hommage très très appuyé à ces types de séries, mais en même temps, évidemment, petit à petit, les épisodes avançant, le style de chaque épisode avance pour faire évoluer la série dans une nouvelle décennie. On est vraiment dans les années 50-60 en termes de séries télé.
Dès le deuxième épisode, on est vraiment au cœur des années 60, et le troisième épisode se passe carrément dans les années 70, il y a la couleur qui arrive, je ne veux pas vous spoiler comment, les fringues des personnages changent, et ainsi de suite, mais cette évolution visuelle qui est très intéressante, qui donne vraiment pour le coup beaucoup d'originalité à la série, est évidemment doublée d'une sorte de discours, pas de discours, mais de sous-entendu paranoïaque, puisqu'on ne comprend pas pourquoi nos deux personnages sont d'un seul coup parachutés dans cette ville, dans le contexte d'une série télé des années 50, puis des 60, puis des 70. Il y a quelque chose de décalé, et évidemment la série va tout doucement, dès le premier épisode bien sûr, nous mettre sur la piste qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc s'installe un climat de paranoïa et de gêne, dû au décalage temporel, dû à ce décalage temporel vu par nos yeux d'aujourd'hui, déjà ça, et il le double par le fait que, évidemment, il y a un décalage temporel, on est dans le MCU, donc on va pas du tout tomber dans de la métaphore pour de la métaphore. Et ça donne une série assez paranoïaque, pour le coup, et plutôt intéressante visuellement. Toute la série n'est pas encore diffusée maintenant, j'ai vu les 3 premiers épisodes et demi, j'ai pas encore vu le 4e en entier. C'est franchement intéressant, et il y a tout un travail sur la paranoïa que je trouve vraiment bon. Et donc, beaucoup de gens ici sont allés de leur dithyrambe en disant « Franchement, WandaVision, est-ce que c'est la meilleure série que le MCU ait jamais faite? Est-ce que c'est pas au-dessus de ce qu'ils proposent dans les films? Il y a quelque chose d'autre, machin, blablabla, c'est beaucoup plus artistique, ça va plus loin et tout. » Alors oui, sur plein de points. Je ne sais pas si c'est la meilleure série, parce que moi, personnellement, c'est pas parce que la série est originale qu'elle est forcément meilleure. Je vais attendre de la voir jusqu'au bout, déjà pour commencer. Ensuite, il y a eu des séries comme Jessica Jones, dont j'ai fait des critiques et je vous y renvoie, que j'ai trouvé très très bonnes de bout en bout, dans des styles beaucoup plus classiques, pour le coup beaucoup moins avant-gardistes, mais que j'ai trouvé très très bien écrites, beaucoup plus justes que bien des séries menées par des hommes chez Marvel, Netflix, notamment quand ils étaient en rapport avec Netflix. Bref, donc je vous y renvoie. Donc de là à dire que WandaVision est meilleure que cette série-là, de mon point de vue, déjà il faut qu'on voit WandaVision jusqu'au bout, même si ça part sur d'excellentes bases, il faut bien être honnête, sur ces 3 épisodes et demi. Et dernière chose et non des moindres, il y a eu d'autres séries qui, pas forcément dans le MCU, qui ont fait des choses bien meilleures. Et là, je suis obligé de vous parler de la série Légion. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Légion, c'est une série télé Marvel qui a été produite, je ne sais plus avec qui, mais qui a été créée par Noah Hawley. Oui, qui était sur FX. C'est le moment où beaucoup de séries et beaucoup de chaînes essayaient d'acheter des droits de personnages Marvel parce que voilà, le MCU avait le vent en poupe. Donc c'était toujours une bonne idée d'avoir le tampon Marvel derrière, avec que ce soit Avengers, c'est encore mieux maintenant, mais X-Men et d'autres produits, ça passe toujours très très bien, Spider-Man, 4 Fantastiques et autres. Et donc Légion est un personnage au départ de l'univers X-Men, fils de Charles Xavier, qui a grosso modo le pouvoir de créateur, c'est-à-dire que il est capable de tout, d'absolument tout. Sur le papier c'est très sympa, mais la série commence, Légion en fait, avec un tel pouvoir, en fait on devient souvent fou, et le personnage est en hôpital psychiatrique, depuis visiblement plusieurs années, et on lui explique que son pouvoir n'existe pas, et qu'il est probablement fou, ce qui est tout à fait possible, le personnage étant clairement perdu. Alors, parti sur ce point-là, vous allez me dire, bon, on commence avec une série avec un fou, c'est pas très compliqué. Non, ce qui est génial dans la mise en scène, c'est que la série va utiliser les codes des années 70, notamment dans les séries, pour nous créer un décalage qui fait que très vite, on ne sait plus à quelle époque on est. Et la série va constamment jongler avec c'est déjà cette première ambiguïté de savoir si l'histoire se passe de nos jours ou à l'époque. Et si elle se passe de nos jours, et ça a l'air d'être le cas, on comprend très vite, je spoil rien, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ont tous ces dégaines-là, ce contexte-là, la série se donnant un malin plaisir d'introduire des personnages toujours plus étranges et décalés, aussi bien socialement que dans le standard d'une série de super-héros. Et très vite, on se retrouve avec une série qui a littéralement explosé toutes les limites de la narration de séries de super-héros. Pas de narration générale, parce que finalement, ça on l'a vu un peu partout. Mais dans une série de super-héros, c'était les premiers à le faire, et à le faire aussi bien. C'est-à-dire que très vite, on a une voix off qui va nous expliquer, par exemple, ce qu'est la folie. Et je vous dis, ça met une ambiance, mais terrible. La série prenant vraiment son temps pour d'abord et avant tout créer des situations qui sont très difficiles à percevoir, à comprendre complètement, et nous laissant souvent dans une sorte de doute sur la réalité de ce qu'on voit. David étant capable donc le personnage de Légion étant capable de créer n'importe quoi, il peut même se créer un univers,
on est constamment suspendu, et même quand la série nous répond, nous dit c'est bon, ça c'est la réalité, on peut encore avoir des doutes. Alors il se trouve que malheureusement je n'ai pas fini la série Légion, je suis en plein dans la saison 2 et ça fait longtemps que j'ai arrêté, parce que j'ai pas eu le temps tout simplement de regarder, mais rien que pour la saison 1, je peux d'ores et déjà vous dire que c'est une excellente série, dans le même style que WandaVision fait, mais en allant encore plus loin. Donc, je vais pas faire très long aujourd'hui, je vais déjà vous conseiller de regarder Légion, mais avant de vous faire un avis définitif sur WandaVision et de dire que c'est la meilleure série et que ce côté incroyable, paranoïaque, personne l'avait fait, déjà de 1, d'autres l'avaient fait, et d'autres l'ont fait excellemment. Donc, regardez Légion avant de vous faire un avis définitif sur WandaVision. Je pense qu'on pourra tous mieux discuter dans ce contexte. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage, hein? Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Jungo, policier dans la petite ville de Gokseong, est confronté grosso modo à des meurtres d'une extrême violence commis par des gens du village qui auraient d'un seul coup perdu la tête et qui auraient commencé à buter les membres de leur famille et ainsi de suite. Donc Jong-gu déjà de 1, les meurtres et tout ça, bon bah c'est pas qu'il peut pas, mais avec autant de violence il est un petit peu dépassé. En plus c'est un mec... C'est un grand garçon, on va dire quoi. Il habite avec, je crois, sa mère, sa compagne et sa petite fille. Et il a des bons rapports avec sa petite fille qu'il aime beaucoup. Il est un peu cradingue sur les bords. C'est sa mère qui lui fait à manger. Sa femme est un peu à la maison. Et ils ont, comment dire, une vie de pauvre, mais en même temps une vie simple. On va dire que Jungo, c'est pas le mec qui est malheureux, quoi. Voilà. Mais confronté à ces différents meurtres, il finit par devoir chercher au bout d'un moment, assez rapidement, des pistes pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment arrêter les choses, sachant que les inspecteurs de Séoul sont arrivés, mais voilà, l'enquête piétine, et les gens commencent tous à être inquiétés de ce qui se passe. Et donc petit à petit, Jung-Woo est obligé d'aller rencontrer, sous les conseils d'un copain du village, qui lui dit grosso modo que c'est à cause de ce salopard d'étranger, de japonais là, qui s'est installé chez nous, qu'on a chopé des trucs. Il paraît qu'il a violé une femme déjà, et c'est pour ça qu'elle est devenue folle. Et en plus, maintenant, il commence à nous entretuer les uns les autres, c'est certainement à cause de lui. Donc Jung-Woo, parce qu'il n'est pas très malin, et parce qu'il se dit, bon, pourquoi passer pas la pire des pistes, il finit par y aller voir chez ce fameux japonais, et il découvre un temple et différents éléments de photos de personnes qui ont été agressées, ce qui le porte à croire qu'il s'agit bien de l'homme à arrêter. Mais jusque-là, tout va bien, puisque Jung-Woo, grosso modo, est en train de faire son enquête, il veut aider les gens qui sont là, qui sont dans le village, parce qu'il a un certain sens du devoir. Mais les choses deviennent beaucoup plus compliquées et graves au moment où sa propre fille commence à faire preuve d'événements étranges et que Jung-Woo commence à se dire qu'elle est en train d'aller sur la même piste que les différents gens du village qui ont perdu la pédale et qui ont tué toute leur famille. Ce qui est fascinant avec les étrangers, c'est que dès le départ, on est dans le contexte d'une comédie burlesque. C'est-à-dire que le personnage de Jung-Woo est clairement un petit gars rondouillard qui paye pas de mine. C'est monsieur tout le monde, vraiment. C'est vu comme ça dans la mise en scène, c'est mis comme ça dans la mise en scène. Grosso modo, sa vie, c'est être un flic plus ou moins impliqué. Au début du film, il y a les différents meurtres, il est appelé, il met du temps à arriver parce que sa mère lui dit non, tu vas pas tout de suite, tu restes à la maison, tu manges un morceau, sinon c'est pas bien. Alors il hésite, il veut aller travailler, il veut y aller, et puis finalement il revient manger, et il arrive du coup 1 heure en retard, avec son chef qui lui dit non mais sérieux, tu te fous de ma gueule. Vous voyez, c'est ce genre de mec, c'est pas forcément un méchant gars, mais c'est un gars qui tire un peu sur la corde, qui est flic certes, mais c'est pas non plus, ça a pas l'air de le passionner. Et évidemment, tout ça va se jouer dans un contexte vraiment d'une certaine... Comme je parlais avant de contraste, c'est pour ça que je voulais vous y préparer. Il y a cette vie-là, la ville de Jung-Woo, donc le fait que voilà, sa mère lui prépare à manger, comme je disais, mais je trouve c'est vraiment important. C'est pas que c'est important dans le film, c'est que ça pose bien le fait que c'est un peu un grand enfant. Son cadre de vie, c'est ça, c'est un cadre de vie villageois, dans le bon sens du terme, il vit avec sa mère, avec sa femme, avec son enfant, et ils ont des bons rapports, grosso modo, avec... les uns avec les autres, et voilà, la vie coule, grosso modo, de manière presque doucereuse. On voit un moment que Jung-Woo, pour pouvoir coucher avec sa femme, ils vont le faire dans la voiture, ils se planquent, et au final, il y a leur fille qui est petite, mais qui est très maline, qui a compris que, voilà, ils allaient faire ça dans la voiture de temps à autre. Donc voilà, il y a tout un côté comédie burlesque, et qui joue vraiment sur le fait que c'est des gens simples,
Et donc avec tout le côté un petit peu ridicule, quoi, d'aller baiser comme des sauvages dans la voiture, dehors, de se faire capter par sa petite fille, alors qu'au départ on s'était mis dans cette situation-là pour. Il y a tout un côté cru aussi, puisqu'on voit vraiment, quand ils couchent ensemble, on voit ensuite, ils ont fini, la mère s'assied, puis elle s'assuit avec un mouchoir qu'elle trouve dans la voiture. Donc il y a un côté comme ça, cru, assez sale, mais qui est en même temps... pas du tout, il n'y a pas de regard, le film ne juge pas ça, il dit juste, voilà, ils ont cette simplicité, ce bonheur-là. Donc, il y a ce côté, forcément, tout ce côté-là donne un côté clairement décalé par rapport aux meurtres qui, eux, en face, sont extrêmement violents. Il y a du sang partout, c'est grave, et il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Sans compter qu'il y a différentes personnes du village qui viennent raconter que, voilà... Il y a un mec qui s'est fait plus ou moins harceler par une sorte de monstre qu'il aurait rencontré dans la montagne, qui était, et visiblement c'est le fameux japonais qui a bon dos, évidemment les étrangers ont bon dos, comme dans le monde entier décidément, et puis comme je vous l'ai dit dans le synopsis, il y a l'autre mec qui va lui raconter que oui c'est le japonais qui a violé la jeune femme là, qui est devenue dingue, c'est à cause de lui, donc vous voyez c'est tout un côté vraiment rural, un peu bas du front, un peu limite, qui fait forcément énormément contraste avec les meurtres et la gravité de ce qui se passe, puisqu'on a une première famille qui s'entretue, puis une deuxième, que Jong-gu connaît un peu plus, et enfin, le cataclysme arrive, Jong-gu va enquêter sur le japonais, mais visiblement, même s'il est assez suspect, difficile de dire si c'est lui qui provoque des crises de folie quand même, faut se calmer, et puis en parallèle de ça, malheureusement, après que Jong-gu ait commencé son enquête, sa petite fille tombe malade et elle commence à montrer des signes de folie, les mêmes signes qu'on a pu voir sur les différentes personnes contaminées, puisque ça leur donne des eczémas, une maladie de peau visiblement assez forte, et ensuite ils deviennent tout doucement fous. Donc voilà, il y a ce contraste-là, histoire vraiment de série B glauque, de film noir policier, vraiment pour le coup violent, et tout un côté un peu burlesque, un peu ridicule, qui provoque une première chose dans le film, c'est que, grosso modo, pour être honnête avec vous, le film s'appelle, le titre original, c'était le nom du village que je vous ai donné avant, le village où vit Jong-gu, c'est-à-dire Goksong. Donc déjà, j'ai vraiment cherché le titre original longtemps, et il me semble pas que le titre original soit The Wailing, ou alors Goksong ça veut dire The Wailing, c'est-à-dire les pleurs. Je crois plutôt que le film s'appelle le nom du village en Corée, Goksong, qu'à l'international ils l'ont appelé Les Pleurs, et qu'en France on l'a appelé The Strangers. Alors, je vais faire une partie spoiler parce que c'est compliqué d'en parler plus que ça, mais grosso modo, le titre original ne disait rien. Le titre international de Wailing en dit déjà un peu trop, il me semble. Et ensuite, le titre français a clairement un point de vue sur l'histoire, qui, à mon avis, est pas sûr à 100% le point de vue sur l'histoire. Ouais, je sais, c'est un bordel, hein, la distribution de films, hein, décidément. On fait un peu tout ce qu'on veut, en fait, quoi. Si demain je distribuais, Vendavision en France et que j'appelais la série Tom et Jerry, je fais ce que je veux, en fait. Quel con! Oh, mais quel con! Et le visuel du film va jouer beaucoup sur ce contraste, d'avoir une vie villageoise, entre des montagnes. Donc on va voir pas mal de passages du film dans les montagnes, la plupart des maisons qu'on va voir sont en général assez vétustes, assez vieilles. Donc c'est vraiment le village pauvre coréen, donc avec assez désuet, et tout ce contexte insiste sur le côté, on va dire, pauvre aussi de la réflexion. C'est-à-dire que la plupart des flics qui sont sur l'histoire sont à la masse. Les gars qui viennent de Séoul, visiblement, sont à la ramasse de l'histoire du début à la fin, puisqu'on en entend peu parler finalement. Et on a vraiment Jong-gu qui est un gendarme dans le mauvais sens du terme, hein, c'est un gendarme de campagne, quoi. Il est complètement dépassé par les événements, donc il va faire un petit peu selon les pistes qu'un mec de village comme lui peut se faire. C'est-à-dire, voilà, le voisin m'a dit que, et l'autre, le boulanger m'a dit que, a priori, il n'y a pas de fumée sans feu. Et ça se résume vraiment à ce genre de réflexion en termes policiers. Et du coup, ça crée un premier contraste, c'est que la première partie du film, je vais être honnête avec vous, je l'ai vu plusieurs fois, et j'étais un peu resté sur ma faim, je m'étais un peu emmerdé, et du coup, avec ma compagne, on avait regardé un peu ça d'un œil, et on s'est dit, bon, écoute, on s'emmerde. Je savais pas que le film était de Na Hong-jin, je sais plus exactement comment je l'ai trouvé. Et du coup, bon, on a arrêté grosso modo à la moitié, même un peu avant, même, enfin, on était vraiment pas spécialement dedans.
Et j'ai vu, grâce à d'excellentes chaînes, comme la chaîne par exemple d'Az l'Épouvantail, si je vous conseille d'aller voir, c'est les critiques glauques, c'est excellent, il critique essentiellement des films de genre, il fait aussi des vidéos sur les créatures, les grands monstres du cinéma d'horreur, c'est vraiment très très bon son travail, allez voir sa chaîne YouTube, c'est vachement bien. Et donc, il m'a redonné envie de voir ce film, et enfin, j'ai pu l'emprunter à la médiathèque, et j'ai pu enfin le voir en entier. Et il se trouve que oui, j'avais eu tort d'abandonner à 45 minutes, 1 heure, parce que le film, les premières 45 minutes, 1 heure, il y a tout ce côté burlesque, un peu ridicule, qui rend l'histoire un peu désuète, et qui, même si ça crée une certaine tension, je trouve qu'on s'ennuie un peu. Surtout si on n'est pas spécialement fan de ce genre d'histoire, des histoires de village, voilà. On sait que ça décollera pas, donc il y a un petit côté comme ça. Ouais, c'est bien, mais c'est un peu long pour ce que ça fait. Alors qu'en fait, c'est tout à fait nécessaire. Une fois qu'on a vu la deuxième partie, c'est-à-dire à partir du moment où la fille de Jong-gu, Yojin, je crois que ça s'appelle Yojin, tombe malade, commence à être malade, je vous dis tout de suite, vous vous êtes attaché au personnage, et là c'est fini. Vous allez aller jusqu'au bout du film. Et j'ai envie de paraphraser Morpheus, vous allez suivre le petit lapin au fond du gouffre. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Parce que oui, après avoir travaillé ce visuel qui est clairement, qui veut clairement nous mettre dans une position on va dire, d'un peu d'hébétude paysanne, je caricature, la deuxième partie du film va d'un seul coup accélérer, avec notamment, dès que le personnage notamment du chaman va être appelé. C'est-à-dire que la fille de Yojin est malade, il l'amène à l'hôpital, il trouve pas ce qu'elle a, son état ne fait que empirer, je ne veux vraiment pas spoiler, et donc la mère de Gongjin lui dit il faut absolument Jong-gu, pardon, lui dit il faut absolument qu'on appelle un chaman que je connais, blablabla, enfin dont on m'a parlé, blabla. Et ils font venir le chaman. Et le cœur du film, on va dire grosso modo au bout d'1 heure, quasiment à la moitié, on a le droit à une séance d'exorcisme. Cette séance d'exorcisme a été visiblement travaillée à la mise en scène, j'ai pu le voir dans le making-of, avec beaucoup d'improvisation. Naokjin a beaucoup laissé les acteurs proposer une forme particulière d'exorcisme qui a vraiment pour but de chasser un démon violent. Alors je ne sais pas si elle s'est renseignée plus que ça, s'il l'a fait avec des éléments réalistes. Ce qui est sûr, c'est que la séquence a une musique clairement pour marquer de la trance. On a beaucoup de percussions, beaucoup de répétitions, un côté cacophonique qui est voulu et qui a pour objectif de créer vraiment une trance chez le spectateur aussi, hein. On est vraiment saturé au niveau du son, c'est très très réussi. Et on a le personnage qui donc travaille ce fameux prêtre, ce fameux chaman qui fait des danses, qui montre différents éléments, évidemment, sacrifices, flammes et tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous laisse découvrir comment. Et à partir de là, vraiment, le film commence à vraiment monter d'un degré d'intensité, puisque ça pointe clairement, ça augmente la gravité de ce qui arrive à Yojin et la gravité, l'urgence, pardon, de la situation. Et c'est cette séquence, j'ai trouvé ça assez génial parce que autant dans The Chaser, Naokjin peut être assez maniéré, il a besoin de marquer certaines images, de donner un côté vraiment frontalement baroque à ces images, donc avec des contrastes, genre la tête coupée dans un aquarium et des choses comme ça. Donc on est vraiment dans du gore, mais avec un très grand sens vraiment de la mise en scène, avec la tête qui prend une grosse partie sur la droite de l'écran et le reste de l'aquarium qui est vide, ce qui fait qu'au travers on voit le personnage réagir à ce qu'il voit, dont on a la réaction, l'événement, la réaction en face, et la gravité de ce qui se produit. Et je vous parle même pas des scènes de baston qui sont extrêmement gore et qui insistent sur les éléments comme cassage d'os et autres giclures de sang. Donc on est vraiment dans du baroque gore, mais c'est du baroque très très assumé. Là, je trouve dans The Stranger, j'ai trouvé que qu'il avait levé le pied en laissant beaucoup de place, souvent au cadre. Il y a beaucoup de plans larges dans ce film, on est vraiment très souvent face à des personnages qui sont en plan moyen même, qui sont debout. Et l'exorcisme avec le chaman est vraiment pour le coup un exemple de ça, où on a l'impression d'assister à un vrai exorcisme. La seule chose qui brise qui amène notre perception à vraiment rester dans l'histoire du film, c'est qu'on croise cette grosso modo cet exorcisme avec un autre, visiblement exorcisme, ou une autre, on va dire, une sorte de méditation prière faite par le japonais en parallèle. Donc voilà, je vous laisse découvrir, je veux vraiment pas spoiler plus que ça, mais
dans la deuxième partie du film, et à partir du rite chamanique, le film accélère et on se retrouve vraiment dans une situation diabolique. Parce que c'est notre projet! Parce que oui, autant le baroque était très sérieux dans les films précédents de Na Hong-jin, autant là on a des séquences, des moments de rêve. Par exemple, on a un personnage qui raconte qu'il a été donc agressé par une sorte d'esprit de la forêt malfaisant qu'il estime être le japonais. Et donc on a une séquence où on voit le personnage ramper par terre et venir vers la caméra. Alors d'un côté ça peut être vu comme ridicule, et honnêtement les premières fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça ridicule. Et de l'autre, c'est joué au premier degré, c'est-à-dire que Na Hong-jin n'a aucune ironie, ni sur son personnage, ni sur ce que les personnages perçoivent. Ce que j'avais cru voir au départ dans le premier film, peut-être par confort, peut-être parce que ça me gênait, hein, de voir des paysans et tout ça, et qu'il y a mon petit côté orgueilleux qui se prend pour un citadin supérieur, qui était visiblement titillé. Mais je dirais que, plus simplement, il y a ce côté premier degré dans la mise en scène qui fait que ce côté baroque est légèrement atténué. Ça se veut plus baroque, ça se veut être des éléments factuels. Et on a finalement très peu d'effets baroques dans le film. Je ne pense même qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que il y a des effets vous avez des effets de maquillage, comme je disais, le personnage qui voit un monstre, donc on a des maquillages comme ça qui sont très forts, des effets de lumière extrêmement marqués, du sang, donc on a des éléments qui composent le baroque, donc les très grands contrastes. Mais en même temps, la mise en scène et le cadrage sont tellement sobres que je trouve que c'est difficile de toujours considérer que ce film comme baroque. En fait, il est très... On est presque, je trouve, dans une sorte C'est comme si Na Hong-jin avait vraiment franchi un cap de sa mise en scène pour dire qu'il veut de moins en moins en rajouter et laisser de plus en plus de place à l'histoire et à une description factuelle des événements, ce qui fait qu'il est même difficile de connaître le point de vue, je trouve, à la fin du film, de Na Hong-jin sur son film. Non, je voulais vous parler de ça parce que je trouvais que c'était important de pointer un petit peu qu'il y a quand même pas mal d'éléments fantastiques dans le film, dans le bon sens du terme, qui sont tantôt ridicules, tantôt impressionnants, mais qui sont vraiment sur cette corde raide du ce que les personnages perçoivent. Si c'est ridicule, ça va l'être. Si vous percevez par contre que ce que voit le personnage ou vit n'est pas ridicule, vous allez être touché, terrifié, voilà. Donc il y a vraiment cette force à un moment donné d'être dans une sobriété quasiment à toute épreuve, et notamment dans la dernière partie. Ooh, that's a bingo! Parce que oui, un des trucs qui est vraiment flinguant et qui m'a fait halluciner, et j'avais absolument besoin de vous en parler, c'est que cette mise en scène très sobre, et qui avance pas à pas, le film dure 2 heures, va dans la dernière partie, la dernière demi-heure, mais elle est d'une intensité dingue. Parce que la sobriété du film est sans issue. C'est-à-dire que le film marque tellement peu son point de vue, on est tellement à observer les personnages plutôt qu'à être avec eux. On finit naturellement, je pense, à être avec Jung-gu, parce que le seul personnage qui est réellement mis en valeur et à qui on donne beaucoup de tendresse et de beauté, c'est sa fille, c'est Hyojin. Et évidemment, quand elle est touchée, on finit par être complètement dans l'histoire, je pense. Et du coup, on est aussi inquiet, on finit par être en miroir avec ce père un peu perdu, qui fait vraiment un peu tout et n'importe quoi pour sauver sa fille. Et je trouve qu'on est forcément proche de lui, notamment parce que la dernière partie, comme je dis, est d'une intensité incroyable, parce qu'elle prend tout son temps. On a, je trouve, un archétype d'excellents montages alternés pour créer de la tension. On a 3 points de vue en même temps. On a Hyojin où elle est, son père où il est, et un autre personnage qui revient en voiture. Et on a vraiment un croisement de ces 3 éléments simples et directs qui vont faire monter l'intensité jusqu'au dénouement, mais d'une force, et un prêtre aussi, excusez-moi, on est à 4 endroits en même temps. Et ces 4 éléments vont littéralement être étouffants. J'ai trouvé la conclusion absolument géniale. Et évidemment, quand on a enfin le mot de la fin, ou plutôt la part conclusive de l'histoire, le film se finit très très vite. On a genre 2 minutes et c'est générique. Alors, et là, on a le vrai retour des effets baroques, mais vraiment très 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 forts. Avec les fameuses pleurs dont le titre international parle, mais aussi le dénouement, on va dire, dramatique. Le film ne va pas au-delà, il n'essaie pas de nous dire ça veut dire ci, ça veut dire ça. Il nous dit voilà ce qui se passe et voilà la gravité de ce qui se passe. Mais à aucun moment, je trouve, il va nous laisser la possibilité de savoir exactement ce que ce film veut dire. Je reviendrai là-dessus dans la version, dans la partie spoiler, pour ceux qui l'ont déjà vu. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors,
soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. La question vite répondue aujourd'hui, je tiens à m'excuser un petit peu. Voilà, parce que tout simplement, je n'ai pas réussi à tenir le rythme d'un podcast et d'un résumé par semaine, donc je suis en train de prendre du retard. J'ai envie de faire un résumé sur chaque épisode du podcast, donc j'espère pouvoir à un moment donné vous faire 1 ou 2 ou 3 résumés de suite. En HD, on verra, c'est pas gagné, mais ce serait, j'espère pouvoir faire ça. C'est un petit peu le programme, et je voulais m'excuser auprès des gens qui attendent des épisodes de The Résumé et qui ont bien aimé la formule. Ça va revenir, ne vous inquiétez pas, mais c'est toujours pareil pour moi, c'est pas mon job, je gagne pas ma vie avec, donc vous savez, vous connaissez la routine, c'est pas évident de s'organiser, de pouvoir faire toutes les choses qu'on voudrait. J'ai dû remettre pas mal en cause mon organisation dernièrement pour différentes raisons personnelles. Donc, c'était simplement une petite question vite répondue parce que je sais que certaines personnes like essentiellement les vidéos avec images, ce qui me porte à croire que c'est ça qu'ils cherchent sur la chaîne. Et donc, ça va revenir, ne vous inquiétez pas, il y aura des épisodes de The Gentleman, il y aura des épisodes de The Résumé qui vont arriver. Et aussi, je tiens à le souligner aussi, il y aura pas un nouveau concept, mais un peu des vidéos comme celle que je faisais qui s'appelle Après le film. Un très gros après le film, quasiment documentaire, sur fucking Kassovitz. On va essayer de le sortir cette année sans faute, parce que j'ai progressé pas mal dans mon montage et autre chose, donc je pense que ce sera tout à fait digeste. Je vais essayer de le découper en épisode de 10 minutes, j'espère que ça vous plaira. Voilà, et c'était juste pour vous demander pardon, et vous dire que ça arrive. N'hésitez pas à rester bien sur la chaîne, à écouter les good posts, à réagir, liker, partager, tout ça c'est clair, mais surtout à me dire ce que vous en pensez et comment je peux améliorer les choses, je suis tout oui. C'est gentil, n'est-ce pas, madame? C'est gentil ce que je vous dis. The Strangers est un excellent film d'horreur. Un excellent film d'horreur. Vraiment désarçonnant, étrange, qui commence comme une sorte de comédie paysanne burlesque où le meurtre, la folie vient s'immiscer et qui finit dans une apothéose absolument géniale que je ne spoilerai pas ici. Je vous conseille absolument de voir The Strangers, il faut absolument le voir. C'est une expérience juste dingue. Je sais, il faut survivre à la première heure, j'insiste, mais l'expérience est dingue. Je tiens à pointer, je n'ai pas forcément fait une partie casting spécifique, mais les acteurs sont excellents. Il y a Kwak Do-won dans le rôle de Jong-gu qui est juste exceptionnel, qui fait vraiment très très bien ce policier de campagne, ce père un peu dépassé, pas toujours très glorieux, qui a du mal à assumer sa paternité, mais qui en même temps veut être là pour sa fille à mort et qui l'aime, qui est le meilleur papa possible, qui donne tout l'amour qu'il peut à sa fille. Mais voilà, malheureusement, il y a aussi la vie sociale, le regard qu'il a sur lui-même et plein de choses comme ça qui vont contrecarrer, puis ses limites aussi tout simplement émotionnel, intellectuel, mais Kwak Do-won est incroyable dans le rôle, je l'ai trouvé absolument génial. Et évidemment, je suis obligé de pointer la petite Hyojin qui est jouée par Kim Won-hee et qui est superbe. On est typiquement dans le cas de la petite fille intelligente, marrante, joviale, qui est plus malin que ses parents, qui est juste vraiment excellente. Et un dernier point sur Jun Kunimura qui joue l'étranger japonais et qui est excellent dans le rôle évidemment encore une fois. Jun Kunimura, si vous ne le connaissez pas, c'est notamment lui qui jouait boss Matsumoto, si je ne dis pas de bêtises, dans Kill Bill. C'était le fameux boss qui se faisait, qui aura plus de migraine, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse redécouvrir dans Kill Bill pourquoi. Et pour la petite parenthèse, c'est un acteur japonais qui a une assez grande carrière, qui a joué notamment dans le Black Rain de Ridley Scott, dans le À toute épreuve de John Woo, dans le Audition de Takahashi Miike, dans Ishi the Killer de Takahashi Miike. Oh là là, alors là je suis en train de vous parler de films, attention. Attention, c'est du Takahashi Miike, vous vous accrochez vos ceintures. Si vous matez Ishi the Killer, vous allez halluciner, c'est barré, mais vous n'avez même pas idée. C'est tiré d'un manga complètement fou. Je veux pas spoiler quoi que ce soit, mais grosso modo, c'est un mec... Il y a l'une des histoires centrales de Ishi the Killer, c'est un mec qui tue les gens, et à chaque fois qu'il bute des gens, il a la trique. Donc, attention, on est vraiment face du... C'est même pas on est dans du hors limite, là, hein, que les choses soient claires. Du hors catégorie, presque du catégorie 4. Bref. Oui, si ça vous intéresse, c'est qu'est la catégorie 4, je vous conseille de mater notamment, vous mettez YouTube catégorie 4, vous allez trouver d'excellentes vidéos qui vous expliquent ce que c'est. Mais attachez vos ceintures, ça va très loin, et c'est très sale. Oh le cochon! Oh le cochon! Le cochon! Bon bah ça va maintenant. Et oui, notre ami Jun Kunimura, il a aussi joué dans donc Ishi the Killer. Dans Kill Bill, je me suis trompé, il jouait Boss Tanaka. Il a joué dans Godzilla Final Wars, enfin vous voyez quoi, c'est quand même dans Outrage de Takeshi Kitano, une excellente carrière.
Bref, dans un des derniers John Woo qui s'appelle Manhunt, que je n'ai pas encore vu mais qui serait décidément tant que je vois, bref, grand acteur japonais et qui propose ici une excellente performance, aussi bien dans ce que les gens imaginent de lui quand il est terrifiant, quand c'est un violeur sadique, que quand il est ce pauvre japonais visiblement prêtre à qui on va pourrir la vie, quoi. Je vous laisse découvrir le film, je veux vraiment pas spoiler. The Stranger, c'est du grand cinéma, regardez-le, allez-y, mangez-en. Moi j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Petite partie spoiler. Alors vous, chers amis, vous qui êtes là et qui avez déjà vu The Stranger, ce film de 2016, hein, donc évidemment, un mec qui parle de trop est toujours en retard, il pourra en parler trop en plus, mais bon, c'est comme ça que vous m'aimez, enfin j'espère. J'espère que vous écoutez pas par pur sadisme pour juste vous gargariser de ce moment de malaise radio, mais bon, peu importe, j'assume. Donc tout ça pour dire... Vous avez vu The Strangers et vous savez qu'à la fin du film, on découvre donc avec horreur que ce fameux prêtre japonais était en fait le diable. Et oui, ou un démon, mais en tout cas visiblement le diable carrément. Et que c'est bien lui qui a rendu tous les gens malades, qui a rendu Hyojin malade, et qui a malheureusement poussé Jong-gu dans cette histoire horrible et sordide de perdition, où malheureusement il n'a pas été capable de faire confiance aux fantômes, au fameux fantôme gentil. Il a fait confiance au fameux prêtre venu de Séoul, qui était en fait un complice. Là par contre je vais tout de suite parler de ça parce que c'est délicat. Je vous rappelle juste la fin si vous vous en souvenez pas. Donc on découvre que le fameux japonais est un démon, que le prêtre est foutu, hein, grosso modo, qu'il va le tenir, qu'il a carrément des griffes, des cornes et tout, et que donc Jong-gu avait raison, même s'il pensait avoir raison pour de très mauvaises raisons, il avait vraiment aucune preuve tangible, il avait raison de se méfier de ce cas-là et de vouloir le faire partir de leur village. C'est effectivement lui la peste de leur village. Et donc, on découvre que c'est un diable. Jong-gu, malheureusement, ne suit pas les conseils de la femme fantôme et rentre chez lui trop tôt. Et malheureusement, ça provoque le massacre de Hyojin, massacre toute sa famille. Et donc, à la fin du film, il est chez lui, complètement abattu. Hyojin, pareil. Et on voit donc le prêtre de Séoul, le chaman, revenir. Et il fait tomber du coffre de sa voiture des photos qui ont l'air d'être des photos de gens qui ont vécu la même situation, photos extrêmement similaires qui se trouvaient à ceux qui étaient dans la cabane que Jong-gu avait vu plus tôt, donc dans la cabane du prêtre japonais. Donc on a le prêtre japonais et le chaman coréen qui ont visiblement le même délire, et moi j'ai interprété ça comme le fait qu'ils étaient complices. Et que c'est pour ça que, par exemple, le prêtre japonais, à un moment donné, le fantôme, la fameuse fantôme, le fait vomir. C'est parce qu'elle sait qu'il est dangereux et qu'elle veut absolument qu'il parte. Et qu'en fait, lui, il fait demi-tour à un moment donné parce que, visiblement, il se dit qu'il y a toujours moyen de piéger Jong-gu parce que c'est des gens dangereux, tout simplement, c'est des monstres. Et le problème, c'est que plus tôt dans le film, on le voit clairement, le chaman coréen faire ce fameux exorcisme, et ça a l'air de marcher. C'est-à-dire, si Jong-gu n'avait pas arrêté la séance chamanique, visiblement, le démon japonais serait mort. C'est comme ça que le film le montre. Donc, ils ne sont visiblement pas liés. Mais ils ont l'air d'avoir intérêt à ce que les gens souffrent quand même. Donc, il y a quelque chose comme ça d'assez étrange. Ou alors, c'est simplement que le prêtre coréen prend des preuves photos ou des traces quand ça arrive. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce que s'il avait montré ce genre de photos à Jong-gu, probablement que Jong-gu l'aurait pris plus au sérieux, notamment pour la séance chamanique. Donc pour moi, c'est vraiment le signe qu'il est quelque part coupable aussi, ou d'avoir mal renseigné Jong-gu, visiblement, ou de vouloir qu'il s'en sorte pas, puisqu'il lui dit de rentrer chez lui, il lui dit c'est la seule manière de sauver votre famille, en fait c'est la seule manière de la tuer pour de bon, sa famille. Donc pour moi, il y a deux démons, il y a le coréen et le japonais, mais à mon avis, ils vont dans le même sens, ils font la même chose. Donc j'ai du mal à comprendre le discours du film par rapport à ça, déjà, à part pour dire que tous les chamans sont des charlatans, tous les religieux sont des charlatans, ça je peux l'entendre, mais si on est dans le contexte où il y a vraiment des pouvoirs supérieurs et diaboliques comme ça, pourquoi pas? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi dire forcément que c'est... Enfin, là, vraiment, pour le coup, le discours du film, pour moi, est un peu obscur, et je vais aller encore plus loin, puisque le titre français, donc, est The Strangers, les étrangers, et les deux étrangers du film, ce sont donc le coréen qui vient de Séoul, là, le chaman, et le japonais. Et donc, ce serait le virus de ce village, ce qui aurait détruit leur village, ce sont donc deux étrangers.
un mec qui n'avait jamais vécu là et qui est coréen, et un étranger japonais, qui, depuis qu'il est arrivé, a commencé à détruire les gens, aurait visiblement, puisque le diable réellement violé une femme jusqu'à la traumatiser terriblement, horriblement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il aurait... et donc ce chaman coréen vient, leur raconte des conneries, grosso modo, et même s'il s'était débarrassé du fameux démon japonais, il aurait visiblement abusé d'eux d'une manière ou d'une autre, puisqu'il a ces fameuses photos qui portent à croire que... Donc il y a vraiment ce discours assez extrême droite, je suis obligé de le dire, hein, là, quelque part c'est politique, où tous les étrangers du film sont clairement des menaces au bien-être et à la simplicité de ces villageois. Peut-être que le film pointe aussi que c'est parce qu'ils sont un peu naïfs, un peu benets, et qu'ils ne travaillent pas spécialement leur capacité à se défendre contre le monde, qu'ils, entre guillemets, méritent ce qui leur arrive. Mais je trouve que le film finit quand même sur le fait que c'est un drame, et que Jong-gu est victime. Donc pour moi, il y a vraiment un discours politique là-bas derrière qui est assez bizarre et que j'ai tendance à voir comme nauséabond. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'ai pas d'idée à arrêter dessus. Peut-être des détails que j'ai pas compris aussi, hein, de cette culture-là. Mais il me semble que le film, à un moment donné, bascule vraiment dans un discours que je trouve assez nauséabond. On a vraiment des gars, des ploucs qui viennent nous dire pendant tout le film que le japonais c'est à cause de lui que tout va mal, que grosso modo c'est à cause de ces salopards d'étrangers qu'il y a que des choses horribles qui se passent. Et le film finit par nous dire, oui, le japonais c'est le diable. Donc c'est encore pire que le chaman. Donc, le chaman c'est déjà un salopard, mais le japonais c'est pire. Et c'est peut-être ça qui me pose problème avec Guksung. Je trouve que c'est un extraordinaire thriller, un film d'horreur horrible. J'ai trouvé, la fin est terrifiante. J'étais vraiment scotché dans mon fauteuil à me dire non mais quelle horreur quoi, parce que il est vraiment, le film laisse le spectateur et le personnage de Jong-gu sans indice assez prononcé pour savoir quoi faire. Et ça, je trouve ça très beau de nous laisser d'abord voir ce personnage un peu de haut, un peu comme un benet de village et tout, et de nous mettre au final face à dans ses baskets et dans son impuissance, puisque finalement la décision qu'il prend à la fin de ne pas croire le fantôme, c'est il essaie de prendre tous les éléments qu'il a autour de lui pour prendre une décision. Il y a le fantôme qu'il ne connaît pas et qui lui fait peur, qui lui dit oui, mais rentre surtout pas chez toi parce que tu vas condamner ta famille. Il y a le chaman qui l'a plus ou moins tenté de l'aider, mais avec qui il a un rapport aussi très étrange, hein. Il n'est pas sûr de pouvoir lui faire confiance, parce qu'il lui dit si, il faut que tu rentres absolument chez toi. Et il ne peut pas savoir, et on découvre, et lui ne le saura visiblement jamais en plus, que ce fameux japonais est vraiment la source du problème, et que c'est le diable. Donc il y a vraiment une impuissance, je trouve, qui est assez extraordinaire dans la fin de ce film, et qui fait que ça vaut le détour, comme vous avez pu le voir vous-même. Je sais pas ce que vous en avez pensé, hein. Je comprendrais qu'il y ait des gens qui soient restés un peu hackés du film, parce que pour moi j'ai mis 1 heure à y entrer vraiment, et à partir du moment où je suis entré, j'ai trouvé que c'était incroyable. Mais je pourrais comprendre que ce soit un peu long, et aussi que tout le côté chamanique puisse paraître saoulant, pas forcément très efficace. Moi j'ai trouvé qu'au contraire ça mettait un malaise, mais laisse tomber, ça rendait vraiment l'histoire de plus en plus glauque et bizarre, et on sent aussi à partir du rite chamanique, parce qu'on voit qu'il fonctionne, hein, sur le japonais, que Jong-gu ne va vers un destin funeste, parce que il est à chaque fois ou mal renseigné, ou sans information essentielle. Encore une fois, le chaman, il avait qu'à lui montrer les fameuses photos là qu'il a d'autres personnes à qui c'est visiblement arrivé. Il vous montre ces photos, il vous dit c'est arrivé dans tel contexte, c'est des gens qui ont été que j'ai pas pu exorciser. Fermez vraiment vos gueules et laissez-nous faire l'exorcisme jusqu'au bout. C'est autre chose que de dire vous devez absolument nous laisser faire l'exorcisme, ok? D'accord? C'est gentil. C'est pas la même chose, vous voyez ce que je veux dire? Et de l'autre, il lui manque des infos, il lui manque le fait que oui, effectivement, ce fameux japonais, ce fameux étranger est clairement le diable, et il est clairement en train d'empoisonner tout le village pour que le village s'auto-détruise. Et je trouve que ça fait de ce film un film extrêmement riche en termes de sens, mais aussi, en parallèle, un discours assez nauséabond, puisque c'est l'étranger, enfin ce sont les étrangers qui amènent la maladie, la mort, la perdition chez ces gens qui vivaient visiblement dans un bonheur simple, entre guillemets. Le film, en finissant comme ça, il me semble, ne pointe pas de défaut ou d'erreur chez Jong-gu. On lui dit oui, vous avez insulté un démon. Non mais attends, le mec, visiblement il est hyper tordu, tu penses qu'il fait des choses mauvaises chez toi. T'es flic, t'essaies d'aller voir ce qui se passe. Effectivement, il a eu tort et la méthode était mauvaise, mais
il est aussi désarmé à un moment donné, on le laisse seul gérer un truc d'une ampleur qui le dépasse complètement. Ils sont où les inspecteurs là? Où sont les gens compétents? Vous voyez ce que je veux dire? Donc d'un côté je comprends qu'on puisse le juger, de l'autre, il était quand même sacrément désarmé le Gougou. Hein. Le Jong-gu, il a jamais dit qu'il était l'inspecteur Harry, je caricature, ou le nouveau Sherlock Holmes. Donc il y a quand même beaucoup de circonstances atténuantes à ses réactions. Et c'est pour ça que je pense qu'en termes de spectateurs, à la fin, on est aussi démunis que lui, parce qu'il nous manque clairement des informations clés pour nous décider. Et quand il prend la décision de rentrer chez lui, on sait que c'est la mauvaise décision, entre guillemets, parce que le film nous le donne à percevoir plus ou moins. Mais il y a quand même un sacré doute. Et je trouve que c'est là une des clés de la réussite de ce film, c'est que jusqu'à la dernière minute presque, une fois quand il rentre chez lui et qu'on voit la fameuse branche de rameau accrochée se flétrir directement comme un effet spécial, on comprend qu'il n'a pas pris la bonne décision, mais jusque-là, ça aurait pu être la bonne. Enfin voilà, je vais m'arrêter là, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film de Strangers. En tout cas, j'ai trouvé que c'était assez incroyable. Et est-ce que vous pensez, comme moi aussi, que c'est plutôt un discours de fond assez étrange, plutôt extrême droite? Ah oui, petite parenthèse avant de fermer la porte de ce très bon film que je vous conseille de voir et de revoir sans problème, et de me donner votre avis surtout. Pendant le making-of, Na Hong-jin ne parle jamais du sens de l'histoire, il parle essentiellement du fait qu'il voulait trouver une nouvelle manière de créer de la tension. Et effectivement, il y est parvenu. Mais ça n'empêche pas que le discours de fond de son film est très compliqué. Hein. Autant dans The Chaser, ça tenait très bien debout, parce que tout simplement c'était un flic qui était devenu ripou et qui grosso modo subissait la punition due à sa perdition. C'était un peu du mémoire dans The Murderer, même si c'était déjà beaucoup plus gris, mais là pour le coup on est vraiment face à un film dramatique. Jong-gu, il a pas mérité ce qui lui arrive, hein. À aucun moment, hein. Enfin voilà, en tout cas c'est mon point de vue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de The Good Post. J'ai vu que c'était bien suivi dernièrement, et qu'il y avait pas mal de gens qui likaient sur Instagram et autres. Merci beaucoup de vous être abonnés et de venir sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce que moi j'apprécie, c'est l'échange avec vous, et de faire évoluer mon point de vue sur ces films, ou d'avoir un vrai échange sur ce que veulent dire ces films, sur le fond. Et là avec The Stranger, on a un sacré morceau. Merci les amis, à bientôt. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux?